Alors, nous accueillons Madame Sylvie Gilman, qui est réalisatrice, et son conjoint, qui vont de nouveau dézoomer sur un sujet absolument passionnant. Je lui laisse la parole. Oui, alors merci Madame Laurence Müller-Braun de m'inviter. C'est dans l'enceinte du Sénat parler de ce sujet. Je trouve ça symboliquement très intéressant. Merci aussi à tous ceux qui sont venus nous écouter. Et Laurent Toubiana disait que c'était difficile de parler après ceux qui l'avaient précédé. J'ajoute qu'après vous, c'est aussi compliqué. Donc on ajoute la difficulté encore plus grande. Donc oui, moi je suis donc réalisatrice. Et avec Thierry Delestrade, qui est mon compagnon dans la vie et dans les films, donc on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur, mais il se trouve que depuis une vingtaine d'années, on a eu l'occasion d'en filmer beaucoup. Et donc là, on m'a demandé de venir vous parler du jeûne. Et c'est vrai que le thème de cette conférence-là, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a aussi fait un film sur le vieillissement. Alors, c'est pas pour celui-là qu'on m'a demandé d'intervenir, mais je voulais quand même parler un petit peu de celui-là tout au début. Parce que depuis quelques années, il y a énormément d'argent. On dit que la recherche n'a pas d'argent, mais en fait, les recherches sur le vieillissement sont très très bien financées et qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés chaque année pour comprendre le vieillissement, les mécanismes. Et dans les laboratoires de recherche, notamment dans la Silicon Valley où nous sommes allés avec Thierry, il y a beaucoup de financements, parfois apportés par des milliardaires qui eux aussi ont découvert qu'ils allaient vieillir et donc ils sont très intéressés pour comprendre comment on peut enrayer ça. Alors en 2022, on avait réalisé avec Thierry pour Arte un film qui s'appelait À la recherche de la jeunesse perdue. Et là, on avait filmé toutes ces dernières recherches sur la biologie. Alors il y avait plein de stratégies possibles. Certains chercheurs tentent d'éliminer les cellules sénescentes, les vieilles cellules avec des sénolytiques. Certains tentent de rallonger les télomères. Le télomère, c'est le petit capuchon qui se trouve au bout de chacun de nos chromosomes et qui raccourcit avec l'âge. Il y en a qui essayent de reprogrammer les cellules avec des Yamanaka factors. Et il y a encore certains qui font des recherches sur le sang. Donc, ils ont analysé le sang et ils proposent des transfusions de sang jeunes. Oui, Dracula avait raison. Il y a vraiment dans le sang des jeunes des protéines spécifiques qui disparaissent avec l'âge. Bref, ils essayent tous à leur niveau, une fois qu'ils ont identifié les mécanismes, d'enrayer ce processus de vieillissement. Et ils sont persuadés qu'un jour, non seulement on pourra freiner le vieillissement, mais même peut-être on pourra le stopper, ou encore, comme ils disent, reverse it, c'est-à-dire on va pouvoir remonter le temps. Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent agir sur notre horloge biologique. Ça peut vous paraître de la science-fiction, mais quand on leur demande si c'est dans un avenir proche, ils sont quand même assez confiants. Alors à tous ces chercheurs qu'on a filmés, avec Thierry, on leur a posé la même question. En attendant que ces élixirs de jouvence soient disponibles, en supposant qu'ils le soient un jour, qu'est-ce que vous faites, vous, pour ralentir votre propre vieillissement? Est-ce que vous avez une stratégie anti-âge? Eh bien, ces chercheurs nous ont tous répondu la même chose. Je vous laisse le découvrir. Les deux médicaments les plus efficaces sont le jeûne et l'exercice physique. J'utilise donc les deux, mais je reconnais que ce sont les outils les plus primitifs que nous ayons. Mon secret, je jeûne une fois par semaine pendant 24 heures et je fais beaucoup de sport. Je passe le repas du midi et je reste donc 12 à 14 heures sans manger. Je fais un jeûne intermittent de 16 heures tous les jours. Je jeûne presque toute la journée et concentre mes repas sur une période de 6 à 8 heures. C'est-à-dire que ces chercheurs donc mondialement reconnus dans le domaine du vieillissement, qui ont tous publié dans les meilleures revues scientifiques et qui utilisent les techniques les plus sophistiquées, ont tous adopté une stratégie simple, ils jeûnent. Alors pourquoi ils jeûnent? On leur a posé la question.
parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils étudient dans leur laboratoire, à part lui, Walter Longo, dont je vais vous parler après. En fait, ces chercheurs sont convaincus par les publications scientifiques qui montrent qu'une privation momentanée de nourriture, ça déclenche dans le corps des mécanismes d'autoréparation et de régénération très puissants, peut-être aussi puissants que les techniques qu'eux explorent et que je vous ai citées tout à l'heure sans vous développer ce que c'était. Alors, les chercheurs ne sont pas les seuls à avoir adopté le jeûne. On avait réalisé un premier documentaire avec Thierry en 2011, enfin, il y a première diffusion sur Arte en 2012, qui s'appelait Le jeûne, une nouvelle thérapie. Et c'est vrai qu'il a été diffusé plusieurs fois, et on a vu au fil des années un engouement pour le jeûne dans la société française, donc de la cure de plusieurs jours ou de semaines, en passant par le jeûne intermittent. La pratique, elle a été adoptée par des cadres sub, des coachs en santé. Et selon un récent sondage Ipsos, 27% des Français auraient déjà expérimenté le jeûne. Alors en même temps, s'il y a eu un engouement dans la société, on ne peut pas dire qu'il y a eu un engouement dans le corps médical. Le réflexe s'est même plutôt révélé défensif et la dangerosité du jeûne a souvent été mise en avant. Appuyé par la Miviludes, de plus en plus appuyé d'ailleurs, qui alerte régulièrement sur les dérives sectaires qui pourraient naître des cures de jeûne. Bon, c'est vrai que l'action de quelques thérapeutes autoproclamés sans scrupules qui se sont retrouvés sous les feux de la justice pour avoir fait jeûner, sans formation médicale, des patients atteints de graves pathologies, c'est vrai qu'ils ont jeté le discrédit sur toute une pratique et que ça n'a pas aidé. Et en fait, et in fine, l'argument d'autorité qui est toujours brandi quand on parle du jeûne en France, c'est la science n'a finalement rien prouvé. Mais quand on parle de jeûne, en fait, on parle de quoi? Quand il parle du jeûne, de quoi il parle? Est-ce qu'on parle d'un jeûne de plusieurs jours? Est-ce qu'on parle d'un jeûne intermittent? Est-ce qu'on parle d'un jeûne à l'eau, un jeûne au bouillon? Est-ce que c'est pour qui? Est-ce que c'est des gens en bonne santé qui veulent jeûner en prévention? Ou bien alors est-ce que c'est faire jeûner des patients, mais des patients qui sont atteints de quelle pathologie? C'est troublant de voir qu'en France, à chaque fois que certains sont prompts à jeter l'anathème sur la pratique, en bloc, mais jamais en face, on leur pose la question, mais de quoi vous parlez en fait? De quel jeûne vous parlez et pour qui? Alors nous, avec Thierry de l'Estrade, on a décidé d'actualiser notre premier film scientifique, donc on est en train de tourner le second épisode. Et les questions auxquelles on essaie de répondre, parce que régulièrement on a entendu aussi quand des gens disent oui, mais en 2012 Arte a montré un film qui disait que, on dit ah oui mais c'est un film, il date, voilà, maintenant on est en 2023, 2024, tout ça voilà, ça c'est un vieux truc. Donc notre réponse c'est bon, ok, c'est vieux, on va l'actualiser. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et les réponses auxquelles on va les questions auxquelles on va répondre, c'est donc quel type de jeûne se révèle, qu'est-ce que la science a montré depuis 10 ans, qu'est-ce qui est le plus prometteur, pour quelle pathologie, avec quelles limites et avec quelles propositions, quelles perspectives en matière de santé publique. Alors avant d'explorer ces questions, c'est Thierry qui m'a soufflé ça hier. C'est lui aussi qui a rajouté des petites photos, donc il les envoie là. Il m'a dit hier soir, lui c'est l'homme de l'image, donc hier soir il a dit, il a pris son ordi et il a passé la soirée à essayer de mettre des petites photos comme ça. Donc hier il m'a soufflé cette histoire, voilà, je vais vous la raconter parce que c'est ce petit détour par la faune sauvage, il est intéressant. Dès que l'hiver arrive, et les barges rousses quittent l'Alaska pour migrer vers la Nouvelle-Zélande. Et pendant très très longtemps, les chercheurs se sont posé la question, mais par où elles passent? Est-ce que ces barges rousses, elles font des étapes? Comment elles font? Et c'est récemment, très très récemment, grâce au progrès technologique, que les chercheurs ont pu suivre et mesurer le vol de ces oiseaux. Et la longueur du vol les a stupéfaits. En octobre 2022, le livre Guinness des records a enregistré le plus long vol jamais effectué par une barge rousse. 13 560 km, effectué en 11 jours et 11 nuits. Sans escale, donc sans manger. Alors comment est-ce possible? Eh bien, les chercheurs ont découvert que les barges rousses se goinfrent avant de partir. Elles prennent jusqu'à 50% de masse grasse, c'est-à-dire qu'elles stockent des graisses. Et pendant leur voyage,
Ces graisses sont dégradées en sucre qui fourniront le carburant qui leur permettra de voler. Quasi obèse au départ, cette super athlète qui vole à près de 50 km/h, elle retrouve son poids normal à l'arrivée. Alors pourquoi on vous raconte cette histoire des barges rousses? Pourquoi ça nous intéresse? Bien parce que le corps humain stocke lui aussi des calories pour faire face aux pénuries alimentaires. Et que dans l'histoire de l'humanité, les périodes de famine, elles ont longtemps alterné avec les périodes d'abondance. Nous sommes tous les descendants d'hommes et de femmes qui ont survécu grâce à cette capacité à vivre des réserves, et comme les barges rousses. Et ces hommes et ces femmes qui ont survécu, ils nous ont légué leurs gènes. Et tous les chercheurs que nous avons rencontrés, et vraiment tous, sans exception, à chaque fois, ils insistent sur ce point. Ils inscrivent le jeûne dans une perspective de biologie de l'évolution. C'est-à-dire que la capacité à jeûner, c'est un mécanisme d'adaptation issu de l'évolution et qui est inscrit dans notre patrimoine génétique. Mais dans notre monde occidental, les disettes ont laissé place à l'abondance. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est que maintenant, c'est... Oui, si, c'est ça. Les disettes ont laissé place à l'abondance. Et un médecin allemand, le professeur Michelsen, spécialiste du jeûne, nous a expliqué, je le cite, « La situation que nous avons aujourd'hui, 3 repas par jour, plus des snacks et un frigo toujours rempli, est historiquement anormale. Notre patrimoine génétique est moins adapté à cette situation qu'au jeûne. On peut d'ailleurs se demander si le fait de ne plus mobiliser cette capacité aujourd'hui, c'est-à-dire de manger sans faire de vraies pauses alimentaires, ne pourrait pas expliquer l'explosion de maladies chroniques qu'on observe. L'évolution nous a dessinés pour résister au manque, pas pour supporter l'abondance. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour cela. » Et le professeur Michelsen, c'est quelqu'un de très sérieux. Il est cardiologue et chef de service à l'hôpital public de la Charité à Berlin. Bon, faut dire qu'en Allemagne, la pratique du jeûne sous surveillance médicale est possible dans certains hôpitaux publics ou dans des cliniques privées, contrairement à la France. En 20 ans, le service de ce médecin, Dr Michelsen, a accompagné près de 30 000 patients au jeûne. Des cures de 1 à 3 semaines, avec 250 à 400 calories par jour, sont proposées aux patients, 1 à 2 fois par an si possible. Le service accueille des malades souffrant de nombreuses maladies, maladies cardiovasculaires, inflammatoires, ou des pathologies aussi, avec des pathologies comme le diabète, les l'hypertension, douleurs chroniques, côlon irritable. Et là-bas, quand la cure a été prescrite par un médecin, elle est remboursée par le système de sécurité sociale. Donc l'expérience clinique allemande est très solide et les médecins nous ont décrit l'amélioration des paramètres sanguins chez leurs patients. Donc ils observent une amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la glycémie et des effets anti-inflammatoires notamment. Mais Andreas Michelsen n'est pas seulement médecin, il est aussi chercheur. Il est épaulé par toute une équipe et depuis une vingtaine d'années, ils ont mené de très nombreux essais cliniques sur plusieurs maladies. Donc, ils ont publié sur la sclérose en plaques, la polyarthrite, le microbiote, le diabète de type 2, le cancer. À chaque fois, des résultats prometteurs publiés dans les meilleures revues. Et il nous a confié récemment, je le cite, je lis, « Alors qu'il y a 10 ans encore, certains confrères souriaient quand je proposais le jeûne à leurs patients, même en Allemagne donc. Aujourd'hui, ils y sont beaucoup plus favorables. Ils voient les patients aller mieux, ils lisent nos études scientifiques, et ils commencent à s'interroger. Certains se forment et l'accompagnement du jeûne en ambulatoire est en pleine expansion aujourd'hui en Allemagne. » Mais il ajoute quand même, il n'y a jamais eu autant d'articles scientifiques sur le jeûne, mais il y a hélas un manque de financement. L'industrie pharmaceutique ne nous finance pas. Alors forcément, nos cohortes ne peuvent pas être constituées de centaines de patients, ce qui fera toujours dire à nos éventuels détracteurs qu'il manque des études. Évidemment, on ne trouve que ce qu'on cherche. Alors à la clinique Boehringer, c'est un centre de référence, une clinique privée, centre de référence pour le jeûne en Allemagne. Eux aussi ont décidé de mener des études cliniques. Donc ils ont créé un centre de recherche depuis 10 ans et ils mènent des études sur leurs patients.
Donc, il y a une étude, par exemple, qui est intéressante, c'était sur une cohorte de 1610 participants quand même. Ils ont jeûné 10 jours en moyenne et ils ont observé que la tension artérielle chutait chez les hypertendus et que plus le jeûne dure longtemps, plus l'effet est prononcé. Et les personnes traitées ont pu réduire, voire arrêter les hypotenseurs. Et dans cette clinique, ils ont aussi démontré que la pratique du jeûne, ainsi encadrée médicalement, est sans danger. Je répète, la pratique du jeûne, encadrée médicalement, est sans danger. Alors, comment expliquer les effets du jeûne? C'est vrai qu'ils observent tout ça, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on jeûne? Pourquoi ces effets anti-inflammatoires? Pourquoi ces effets sur la glycémie, tout ça? Alors, les chercheurs, ils ont identifié plein de mécanismes, comme pour le vieillissement, mais je n'ai pas le temps de tous vous les présenter, je vais vous en parler de juste quelques-uns. Il y a l'autophagie, par exemple. Ça, c'est un processus qui a été mis en lumière par un Japonais, Yoshinori Ozumi. Et il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour cette découverte. Autophagie, c'est un mot grec, enfin, c'est dérivé du grec, et ça signifie littéralement se manger soi-même. L'autophagie, c'est un programme donc intracellulaire qui permet de décomposer les composants endommagés des cellules, nos vieilles protéines. C'est-à-dire, c'est un truc de nettoyage, quoi. On va se débarrasser des vieux trucs. Et les chercheurs ont montré que l'autophagie, c'est un processus essentiel pour ralentir le processus du vieillissement et pour se défendre contre les agents pathogènes. Et un moyen très efficace de déclencher l'autophagie, justement, eh bien, c'est le jeûne. Alors un autre mécanisme qui est très souvent mis en avant et qui débouche sur des études passionnantes aussi, c'est le passage en cétose. Quand on arrête de manger, comme je vous disais tout à l'heure avec les barges rousses, on voit les barges rousses, elles ont puisé dans leurs réserves. Notre corps donc va puiser dans ses réserves. La question, c'est lesquelles? Eh bien d'abord, on va puiser dans nos réserves de glucose, c'est-à-dire qui sont dans le foie. Mais au bout de 24 heures environ, il n'y a plus de glucose. Ces réserves sont épuisées. Or, l'organisme, et notamment le cerveau, les muscles, ont absolument besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Et bien là, c'est une machinerie vraiment parfaitement huilée qui va se mettre en place, très, très bien rodée. C'est-à-dire que l'organisme, il va se mettre à puiser dans les graisses et il va transformer ces graisses en corps cétonique, en cétone. Et l'organe central de cette opération, c'est le foie. Et ces corps cétoniques, donc les cétones, c'est le nouveau carburant qui va permettre au cerveau, aux muscles de fonctionner. Et alors, il y a un chercheur qu'on a rencontré là, dans ce deuxième tournage, qu'on ne connaissait pas ses travaux, il a publié depuis le premier film. Il s'appelle Éric Verdun et il étudie les cétones depuis une dizaine d'années. Il est directeur du Buck Institute, un centre de recherche spécialisé dans les études sur le vieillissement près de San Francisco. Et il a voulu comprendre justement les effets des cétones sur le cerveau. Alors il a mené une expérience avec des souris. Il a pris un groupe de souris mangeait normalement, l'autre groupe était soumis à un régime alimentaire particulier. Privé de sucre, leur corps a basculé en cétose, c'est-à-dire que les souris, elles produisaient énormément de corps cétonique. Et ensuite, il a fait passer des tests à ces souris, des tests d'exploration, des tests de mémoire et puis des tests de reconnaissance d'un nouvel objet. Et là, surprise, les chercheurs ont observé que les vieilles souris placées en cétose, elles réussissaient mieux les tests que les jeunes souris qui, elles, avaient toutes mangé normalement. Les cétones seraient donc un super carburant doté de propriétés anti-inflammatoires et ça pourrait en partie expliquer les effets anti-inflammatoires observés dans le jeûne. En tout cas, c'est l'hypothèse de chercheurs. Et lui, d'ailleurs, vous le voyez, ce n'est pas la tenue du chercheur dans son laboratoire. Il est passionné de Formule 1. Donc, il fait de la Formule 1 et nous l'avons emmené sur son circuit de Formule 1. Et il compare d'ailleurs les cétones au super carburant de son super bolide, voilà, plutôt que le diesel, voilà, qui serait le glucose. Voilà, il a fait une analogie comme ça. Alors, il y a un autre mécanisme qui a été observé par des chercheurs, celui-là, au cœur des cellules. C'est le jeûne qui agit sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que, et là, on va retrouver un des premiers
chercheur qu'on avait filmé en 2011, donc Walter Longo. Donc Walter Longo, il a publié de nombreuses études, il a travaillé avec des milliers de souris, des patients, beaucoup d'articles ont été publiés et ça a fait un peu le buzz médiatique, il a été mis en avant, voilà. Et Longo, il a étudié les effets du jeûne sur le cancer. Lorsque nous l'avions filmé en 2011, il nous avait donné une image de son laboratoire où il avait filmé des souris. Il avait montré qu'en associant le jeûne au traitement par chimiothérapie de souris atteintes de cancer, elles avaient toutes survécu, alors que les souris qui avaient mangé normalement étaient mortes, et celles qui avaient survécu, elles étaient assez mal en point. Et là, c'est un extrait, c'est une capture d'écran de la vidéo, mais on voyait très très bien la différence entre les souris qui avaient jeûné et celles qui n'avaient pas jeûné. Donc c'était prometteur, évidemment, mais c'était que des souris, c'était pas des humains. Et d'ailleurs, on nous l'a pas mal reproché en disant oui, mais enfin, ok, mais c'est pas des humains. Donc, depuis 2011, ils sont allés plus loin et ils se sont dit, bah oui, évidemment, il faut que c'est très prometteur, mais qu'est-ce qui se passe chez un humain atteint de cancer si on le fait jeûner? Ils ont donc, Longo, il a voulu continuer, mais au départ, il s'est heurté au scepticisme du milieu de la cancérologie et puis aussi aux réticences des patients. Parce que on est aux États-Unis et dans un pays où on snack tout le temps, demander d'arrêter de manger, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc lors des premiers essais, il a fait jeûner des patients avec de l'eau, mais il y a des patients qui ont abandonné, donc finalement l'essai était mis en péril. Donc finalement, il s'est dit, il faut trouver une autre solution. Alors il a mis au point ce qu'il a appelé une fasting mimicking diet, c'est-à-dire une diète de substitution. FMD. Donc c'est un régime qui est très faible en calories, vraiment très 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 faible, mais qui est très riche en nutriments essentiels. Et donc ça rassure le milieu de l'oncologie pour faire les essais et ça rassure les patients parce qu'ils prennent pas rien. Donc c'est quelques centaines de calories. Et le l'Institut national du cancer aux États-Unis a financé en partie la mise au point de ce régime de substitution qu'on appelle donc FMD. Et c'est avec cette FMD que de nombreux essais cliniques ont été menés avec des patients atteints de cancer aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Bon, j'aimerais vous dire en France, mais non, ça n'a pas été possible. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de retour. Donc, évidemment, je ne peux pas vous parler de tous ces essais. Certains sont publiés, d'autres sont... Mais il y en a un qui est un essai clinique de phase 1 qui est très prometteur et sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu. Il a été réalisé à Milan, dans le plus gros centre de cancérologie italien. Il a regroupé 101 patients qui souffraient de tout type de cancer et les 3/4 avaient un cancer métastasé. Donc l'objectif de l'étude, c'était de tester la faisabilité, la sécurité et les effets biologiques d'une combinaison entre cette diète de substitution qui imite le jeûne et un traitement anti-cancer. Donc il y avait chimio, immuno, enfin tout type de traitement. Et donc chacun de ces 101 patients a suivi en moyenne 4 cycles de 5 jours de ce jeûne modifié, toutes les 3 ou 4 semaines. Les résultats, eh bien, comme chez les souris, l'effet est positif, c'est-à-dire que les chercheurs ont observé une baisse de la glycémie, une baisse des IGF-1, les facteurs de croissance, une augmentation des corps cétoniques et une amélioration de la réponse immunitaire antitumorale. Donc les chercheurs concluent de cette première étude que le jeûne modifié ne présente aucun danger et que les patients l'ont adopté facilement. Bon, l'histoire, elle n'est pas totalement... Bien sûr, parmi les 101 patients, tous n'ont pas survécu. Les cancers, je vous le rappelle, étaient très avancés, donc ils ont continué à progresser et des patients sont décédés. Mais le taux de survie a été meilleur qu'attendu. Et parmi ces 101 patients, et là l'histoire est quand même assez incroyable, 5 d'entre eux atteints d'un cancer de grade 4, donc pour lesquels le pronostic de survie était quand même pas très bon, ils ont répondu de façon exceptionnelle, c'est-à-dire, et là ça a fait l'objet d'un papier, quand il dit exceptionnel, il veut dire totalement inattendu. Il y avait un cancer du pancréas, un colorectal, un poumon, 2 cancers du sein triple négatifs. Eh bien, 4 ans après l'étude, ces 5 patients étaient toujours en rémission.
Donc, frappé par ces résultats thérapeutiques, l'auteur principal de l'étude, le professeur Claudio Vernieri, qui est oncologue, il a voulu publier ce papier en se disant que peut-être ça allait aussi, parce que évidemment, il faut encore. On est dans une étude clinique de phase 1, donc évidemment, il manque encore la phase 2, la phase 3. Mais en tout cas, avec cette étude, il se dit que peut-être ça va donner des idées à d'autres. Et effectivement, cette étude a attiré l'attention. Et donc, Walter Longo nous a dit que les plus grands centres de cancérologie au monde vont lancer ou ont lancé des essais cliniques combinant donc gènes modifiés et traitements anti-cancer. Donc il y a la clinique Mayo, le MD Anderson, USC, UCF à Cleveland, Leiden, Milan. Enfin voilà, en tout cas, quand on lui dit mais quand même le milieu de la cancérologie il est quand même un peu inquiet ou il est un peu prudent, il dit écoutez, Walter Longo nous répond, en tout cas tous les grands centres sont tous en train de nous demander la FMD pour justement lancer les essais. Donc il y a deux types de centres d'oncologie, il y a ceux qui mènent des essais et puis il y a les oncologues qui n'en mènent pas et qui attendent que les autres leur disent comment faire. Donc voilà, lui, il trouve dommage qu'en France, il n'y en ait pas eu, mais il dit c'est pas grave, de toute façon, le mouvement est lancé et ça se passe ailleurs dans des grands centres. Donc bref, la liste des pathologies pour lesquelles l'action du jeûne améliore la condition du patient s'allonge quand même, mais il reste une question que les critiques du jeûne soulèvent régulièrement, et c'est quand même une question très importante et très légitime. Est-ce que les effets sont durables ? Et c'est vrai qu'à cette question, c'est difficile de répondre parce qu'il manque des études de suivi à long terme qui sont par définition très difficiles à mettre en place. Alors en attendant, les médecins allemands qui encadrent les jeûneurs, ils préconisent, ils leur disent des choses, ils leur donnent des conseils. Ils leur disent que le jeûne, c'est un reset, c'est une sorte de réinitialisation et qu'en provoquant une cascade d'adaptation métabolique, le jeûne va normaliser beaucoup de paramètres biologiques. Mais évidemment, si à l'issue du jeûne, les patients reprennent leurs mauvaises habitudes alimentaires, les bienfaits du jeûne vont s'estomper et voire totalement disparaître. Donc, ils préconisent d'adopter un régime alimentaire équilibré, mais de faire l'exercice physique aussi, mais aussi de pratiquer le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, vous en avez probablement tous entendu parler. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est s'abstenir de manger pendant une certaine période de temps, oui, mais combien ? 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures. C'est manger normalement 5 jours par semaine et puis jeûner, manger 500 calories par jour, 2 jours par semaine. Il y a plein de formules et il y a plein d'études scientifiques aussi. Hier, par curiosité, j'ai regardé sur le site PubMed qui répertorie les études scientifiques publiées. Et j'ai voulu savoir, j'ai tapé jeûne intermittent et je suis tombée sur le chiffre, ça m'a quand même beaucoup étonnée, 2339. Et depuis 2020, alors moi je ne suis pas une spécialiste des courbes comme Laurent Toubiana, mais j'ai quand même bien compris la courbe. J'ai vu que jusqu'à 2020, c'était quand même un peu bas et puis tout à coup, ça monte. Et là, ça monte très très fort et très très vite. Donc apparemment, le jeûne intermittent a lancé une révolution alimentaire qui intéresse beaucoup les scientifiques. Où les scientifiques ont lancé une révolution qui intéresse beaucoup la société. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Alors aux États-Unis, là on revient des États-Unis, et Thierry et moi, on a rencontré 2 acteurs de cette révolution. Ils s'appellent Mark Mattson et Sachin Panda. Alors, ancien directeur du laboratoire de neurosciences à l'Institut national américain du vieillissement, voilà, c'est lui, j'attendais la photo. Mark Mattson, il étudie le jeûne intermittent depuis 30 ans. Il est spécialiste des maladies neurodégénératives. Il a mené énormément d'expériences sur les souris et constaté qu'en restreignant leur fenêtre d'alimentation, il améliorait leur capacité cognitive. Alors pourquoi ? Il nous a expliqué, je le cite, « Le manque de glucose dans le cerveau crée un petit stress. Ce stress, répété tous les jours, induit une réponse, la création de nouveaux neurones qui jouent un rôle très important dans la mémoire, l'apprentissage et l'humeur. Et pour lui, ce même phénomène se produit chez l'humain. Ce qui n'étonne pas Mark Mattson, puisque lui aussi, comme tous les autres chercheurs, nous a parlé de la biologie de l'évolution. Il nous a expliqué, quand nos ancêtres affamés cherchaient de la nourriture, valait mieux avoir un cerveau alerte pour chasser.
Et c'est donc pas surprenant que le cerveau nourri avec les cétones fonctionnait mieux, parce que de toute façon, ils avaient besoin voilà, il fallait trouver la proie, donc il fallait un cerveau alerte, et il fallait aussi des muscles alertes. Il nous a rajouté après, parce que les cétones agissent aussi sur les muscles. Et je pourrais pas vous en parler, mais il y a plein. Apparemment, les Anglais se sont mis à gagner le Tour de France à partir du moment où ils ont pris des suppléments de cétones. Enfin, nous, en tout cas, il nous l'a garanti. Et on a filmé une chercheuse qui avait participé, mais je n'ai pas le temps de parler des muscles, on reste sur la tête. Donc lui, il a observé des effets positifs du jeûne intermittent sur l'ensemble de l'organisme. Et évidemment, il s'est, comme les autres, posé la question, pourquoi le fait de jeûner au cours d'une seule journée, ça aurait un effet? Parce qu'un jeûne long, quand on peut imaginer, il y a plein de mécanismes, ça se met en route et tout, mais pourquoi un jeûne court, ça peut aussi avoir un effet? Eh ben, c'est à San Diego, dans le laboratoire de Sachin Panda, que nous avons trouvé un début de réponse. Donc Sachin Panda, là, on l'a filmé faisant son footing sur la plage. Donc ce chercheur, il a révolutionné la biologie en découvrant que chaque organe, on va le laisser par terre. Chaque organe, chaque cellule de notre corps suit un rythme circadien. C'est-à-dire qu'il y a une horloge biologique interne qui active des milliers de gènes et qui modifie ainsi notre physiologie, notre métabolisme ou alors notre humeur. Et le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, ont une influence sur notre organisme. Et Sachin Panda, il a fait une expérience très intéressante lui aussi. Il a lui aussi pris 2 groupes de souris. Alors, elles ont été nourries pendant 18 semaines avec exactement la même quantité de nourriture qui était riche en graisse, riche en sucre, riche en calories. La seule différence entre les 2 groupes, c'était l'heure des repas. Donc, le premier groupe de souris pouvait manger quand il le voulait, 24 heures sur 24. Tandis que l'autre groupe de souris n'avait accès à la nourriture que sur une fenêtre de 8 à 12 heures. Et le résultat, eh bien, la surprise, et même, il nous a dit, c'était même pas une surprise, c'était un moment eureka dans ma carrière de chercheur, c'est que les souris qui pouvaient se nourrir quand elles voulaient, elles sont devenues obèses, diabétiques, avec un foie gras et des complications cardiovasculaires, tandis que les souris qui ne pouvaient manger que pendant certaines heures, elles pesaient 28% de moins, elles étaient plus athlétiques, en meilleure santé, alors même qu'elles avaient avalé exactement le même nombre de calories. Donc pour le chercheur, je le cite, « Alors que les nutritionnistes nous ont appris à compter les calories et à calculer les proportions de sucre, de protéines et de graisse, nous avons découvert que le moment où l'on mange est aussi important. » Donc l'équipe de Sachin Panda, elle a mis au point une appli pour smartphone, parce qu'eux aussi, ils travaillent avec des souris, mais ce qui les intéresse, c'est quand même d'avoir un impact dans le vrai monde, avec les vrais gens. Donc ils ont mis une appli qui s'appelle My Circadian Clock, donc mon horloge circadienne. Vous pouvez tous la télécharger, elle est gratuite. Et il a demandé à 150 habitants de San Diego, où il habite, donc de photographier tout ce qu'ils mangeaient et d'envoyer les photos. Et interrogé avant l'étude, tous les participants quasiment ont répondu « Oh, mais nous, on mange très très bien. Non, non, on ne mange pas souvent. Oui, oui, on a des rythmes de repas tout à fait normaux. » Eh bien, en analysant les photos, ils ont découvert les chercheurs ont découvert que 50% des participants, ils mangeaient sur une fenêtre quotidienne de 15 heures, voire plus. Et donc là, les chercheurs leur ont proposé une petite expérience. Ils leur ont dit, écoutez, est-ce que vous êtes OK pour ne manger que sur une fenêtre de 10 heures et donc de jeûner pendant 14 heures tous les jours pendant 16 semaines. Donc les participants ont accepté. Et les résultats, eh bien, non seulement les participants avaient perdu du poids, mais ils avaient amélioré leurs paramètres biologiques, donc meilleures analyses de sang, ils dormaient mieux et ils se sentaient en meilleure forme. À tel point que la majorité des participants, à l'issue de l'étude, ils n'ont pas repris du tout leurs vieilles habitudes, ils sont restés au jeûne de 14 heures. Donc, une étude similaire, Sachin Panda, il est vraiment soucieux d'avoir un impact et d'aider les gens. Et il a mené une étude avec les pompiers de San Diego. Il faut savoir que les pompiers, ce qui les tue le plus, c'est pas le feu, c'est les maladies cardiovasculaires. Hein. Ils sont soumis à un stress intense. Et puis, ils ont aussi des horaires tellement décalés que, justement, ils font partie de ces gens qui mangent n'importe quand, sans compter les heures. Et donc, il leur a proposé de faire un jeûne de 13 heures. Ils ont fait 13 heures. Et là aussi, dans un temps assez court, ils ont amélioré les paramètres.
Et la cardiologue américaine qui a été impliquée dans cette étude, le professeur Taube, qu'on a interviewé, qui a suivi donc les pompiers de San Diego, elle a été tellement bluffée par les résultats que désormais, parce qu'il y a cette étude, mais il y en a d'autres qui montrent les améliorations sur les paramètres sur la santé cardiovasculaire des gens qui jeûnent de façon intermittente. Et donc elle-même, elle le fait, elle le pratique et elle propose à tous ces patients atteints de pathologie cardiaque de suivre. Pas tous, il y a quelques exceptions, je vais quand même être prudente, mais à la majorité, elle leur demande de jeûner 13 heures ou 14 heures. Elle leur dit, le minimum, c'est 12 heures. C'est vraiment le minimum. Vous ne pouvez pas manger, voilà, vous attendez 12 heures. Mais si vous pouvez faire 13 heures, c'est bien. Et alors 14, c'est parfait. Et elle a observé elle-même qu'elle pouvait, au bout d'un certain temps, diminuer la dose des médicaments de ses patients. Alors, ce qui a fait inventer Sachin Panda, il a inventé un petit slogan qui dit il vaut mieux compter les heures que les calories. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même plus facile. D'où probablement l'engouement pour la pratique. Et face à cet engouement, aux États-Unis, il y a énormément de gens qui en parlent, qui le pratiquent. Face aussi aux attentes de patients qui sont de plus en plus nombreux à solliciter leur médecin sur cette pratique, eh bien, le New England Journal of Medicine a demandé à Mark Mattson, le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, de rédiger une synthèse scientifique sur les effets du jeûne intermittent. Donc, elle a été publiée, il a écrit avec Raphaël Decabo. Et voilà ce qu'ils écrivent. Chez les rongeurs et aussi chez les humains, les études sur le jeûne intermittent ont montré qu'il agit sur de nombreuses maladies chroniques, obésité, diabète, cancer, pathologies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. En s'adaptant aux défis que lui impose le jeûne, ne plus avoir de nourriture, le cerveau se prépare à se confronter à des stress plus importants liés aux maladies. La fabrique des corps cétoniques est une réponse parfaitement orchestrée qui booste les performances physiques et mentales et qui augmente la résistance aux maladies. Alors pour Mark Mattson, on lui a posé la question, il y a suffisamment aujourd'hui de signes positifs pour proposer le jeûne intermittent aux patients souffrant d'obésité ou de diabète de type 2. Et bon, il n'y a que 30 minutes, donc je savais que je n'aurais pas le temps de parler de cette étude, mais il y a des études extrêmement intéressantes sur les effets positifs du jeûne intermittent sur le diabète de type 2, qui est quand même une maladie qui explose partout. Là aussi, les courbes sont assez terrifiantes, c'est exponentiel. Et certains patients, il y a des études qui l'ont montré, et on a discuté aussi avec des patients qui étaient diabétiques, qui prenaient de la metformine, tous les jours depuis des années, qui étaient sous médication. Donc, ils ont réussi à réguler leur glycémie et à vivre sans traitement. C'est-à-dire que des patients diagnostiqués diabétiques de type 2, sous médication, ont pu arrêter les traitements et ne sont plus aujourd'hui diabétiques parce qu'ils ont adopté un jeûne intermittent et une alimentation. Évidemment, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi dans les 10 heures où on s'autorise à manger. Sinon, évidemment, ça ne marche pas. Bon, mais Mark Mattson a conscience que ça ne sera pas forcément simple de lancer une telle révolution thérapeutique. Et donc, il ajoute, face à nous, il y a de nombreux obstacles. Les compagnies pharmaceutiques et l'industrie agroalimentaire. Elles ont le pouvoir de bloquer toute tentative de promouvoir une méthode de prévention ou de soins qui mettrait en péril leurs profits. Imaginez un monde sans céréales au petit déjeuner. Alors, depuis le début de mon intervention, je vous ai fait voyager un peu en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Je voudrais terminer par une petite marche vivifiante en Bretagne, entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo. En septembre dernier, une centaine de personnes ont marché pendant 5 jours. Ils ont parcouru 100 km sans manger, en prenant simplement des bouillons clairs selon la méthode Boehringer. Ces hommes et ces femmes en bonne santé étaient en pleine forme à l'arrivée, on peut en témoigner, on était là. Et parmi ces jeûneurs marcheurs, il y avait des médecins qui ont fondé l'Académie médicale du jeûne en France. Régulièrement interpellés en effet par leurs patients sur les effets du jeûne, soucieux de lutter eux aussi contre les dérives sectaires ou les dérives tout court d'ailleurs, ces médecins français ont cherché des réponses. Ils ont lu la littérature scientifique et, curieux, convaincus de l'intérêt de s'intéresser à cette pratique, certains sont même allés en Allemagne, à Berlin, pour se former auprès des médecins allemands qui pratiquent donc depuis plusieurs dizaines d'années.
Et donc, pourquoi ces médecins français participaient à cette marche-là en septembre? Eh bien, parce qu'ils veulent interpeller. D'abord, ils veulent montrer que c'est possible de jeûner quelques jours dans certaines conditions, avec un accompagnement sérieux. Mais surtout, ce qu'ils espèrent, c'est initier un débat sur le jeûne au sein des autorités de santé françaises et du Conseil de l'Ordre des médecins en particulier. Bon, ce débat n'a pas encore eu lieu. Et pire encore, il semble que les positions se crispent actuellement. Parmi les médecins qu'on a rencontrés, donc qui s'intéressent aux jeunes et de façon sérieuse, c'est pas des doudingues, c'est des vrais médecins. Ils ont fait toutes leurs années de médecine comme les autres. Eh bien, ils ont été convoqués très récemment, certains, par leur conseil de l'ordre régional. Et on a reproché à l'un d'eux, alors je cite, de pratiquer une médecine de la Lune en lui affirmant qu'il n'existe aucune étude scientifique publiée en français validant les effets du jeûne. Alors oui, moi aussi, j'ai eu envie de rire quand ils m'ont dit ça. Mais je m'interroge, parce que quand même, je m'interroge, c'est si on décourage les quelques médecins français qui sont ouverts à la pratique, qui veulent l'encadrer sérieusement et qui sont allés en Allemagne pour se former. Donc, c'est-à-dire là où, enfin, l'Allemagne, c'est pas, enfin, je sais pas, ils ont des vrais médecins, des vrais patients, ils font ça quand même sérieusement. Si on décourage les quelques médecins qui veulent le faire sérieusement, est-ce que ça veut dire qu'il faudra continuer à traverser la frontière et aller jeûner en Allemagne si on veut jeûner en tant que Français sous surveillance médicale? Bon, pour ceux qui lisent l'anglais, alors, je voudrais quand même juste signaler, parce que cette question, elle m'attriste, mais je voudrais quand même finir sur une note positive. Donc, pour ceux qui lisent l'anglais, je voudrais vous inviter à lire une étude qui vient juste d'être publiée il y a 2 semaines, et ça rejoint le thème de la conférence du congrès d'aujourd'hui. Ça a été publié dans Nature Communications. Donc, c'est des chercheurs de l'université de Yale et de l'université de Californie, Morgan Levin et Walter Longo. Ils ont soumis des patients à 3 cycles de jeûne légèrement modifiés, donc un régime pauvre en sucre et en protéines. Ils prenaient 800 calories le premier jour et 500 les suivants. Les participants ont suivi ce jeûne de 5 jours par mois pendant 3 mois, donc d'une relativement court. Résultat, une diminution de la résistance à l'insuline, une réduction du gras dans le foie et c'est ça, c'est pour cette nouvelle-là que je voulais citer cette étude, une baisse de 2 ans et demi de l'âge biologique, c'est-à-dire l'âge auquel on vieillit, pas l'âge chronologique, celui où on est né. C'est-à-dire que 3 jeûnes de 5 jours ont été suffisants pour réduire l'âge biologique de 2 ans et demi. Morgan Levin, l'une des chercheuses qui a mené cette étude, nous a confié « Les effets du jeûne n'ont rien à envier aux techniques anti-âge les plus sophistiquées. » Et parce que c'est une intervention potentiellement puissante, les chercheurs insistent aussi, c'est important de ne pas le faire n'importe comment et de ne pas se lancer tout seul dans l'aventure, surtout si on est malade. Mais quand même, j'espère que toutes ces recherches vont contribuer à semer des graines et ouvrir peut-être un peu l'intérêt de certains médecins, professeurs en France. Voilà. On aimerait bien ne pas... Le 3e film, on aimerait bien le tourner en France.